Hello, bonjour. Je m'appelle Paulo de Castro Reis et je suis le directeur exécutif de la Chambre du commerce Brésil-Canada, également connu sous le nom de CCBC. Bienvenue au premier Brazilian Week CCBC Online Festival, une semaine brésilienne en ligne organisée par la Chambre du commerce Brésil-Canada, un partenariat avec l'ambassade du Brésil à Ottawa, le consulat du Brésil à Montréal, Toronto et Vancouver, et parrainé par Air Canada. Le festival présente plus de 20 webinaires couvrant 3 domaines principaux: opportunités d'affaires, innovation et culture brésilienne. Un autre, le site web de la Semaine brésilienne offre un accès gratuit à plus de 200 contenus culturels. Je passe alors les paroles à Carolina Chimlewski-Tanaka du consulat brésilien à Montréal pour commencer cette session. Bienvenue, Carolina. Alors, Paulo, merci beaucoup. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Le Consulat général du Brésil à Montréal est très heureux d'être partenaire du Brazilian Week CCBC Online Festival. On voudrait remercier l'UNEC, l'Union des écrivaines et des écrivains québécois, qui a soutenu la participation de Karianne Trudeau à travers le programme Tournée Rencontre. Bon, le consulat est très content d'organiser cette conversation qui célèbre le centenaire de Clarice Lispector, une grande voix de la littérature du XXe siècle, pas juste au Brésil, mais au monde. Je voudrais remercier Karianne Trudeau et Diogo de Barros qui ont accepté l'invitation pour participer de cette conversation informelle à propos de Clarice. Merci beaucoup à vous deux. Donc, je voudrais vous présenter Karianne Trudeau-Bonoyer. Elle est née en 1991 et vit à Montréal. Elle est l'autrice de « Je suis l'ennemi » paru au Cartanier en 2020. Titulaire d'un diplôme de maîtrise en recherche et création littéraire, elle s'intéresse actuellement à la pratique de l'autoportrait en littérature dans le cadre d'un doctorat à l'Université de Montréal, où elle est aussi chargée de cours. Elle a été membre du comité de rédaction de la revue Mobius de 2017 à 2019. Diogo Rodrigues de Barros est brésilien et historien diplômé de l'Université de São Paulo et de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Il est actuellement doctorant en histoire de l'art à l'Université de Montréal, où ses recherches porte sur l'identité artistique latino-américaine pendant la guerre froide. En tant que chargé de cours à la même université, il a enseigné notamment les arts modernes en Amérique latine. Donc voilà, à vous la parole. Merci Karianne et Diogo. Bienvenue. Merci Carolina. Bonjour. J'aimerais commencer avec des remerciements aussi. J'aimerais remercier tout d'abord la Chambre de commerce Brésil-Canada. Aussi, pour le consulat général du Brésil à Montréal, j'aimerais remercier particulièrement Leonardo Colares, consul adjoint au consulat, et Carolina Chimlewski-Tanaka, adjointe à la promotion culturelle. Je suis très content de pouvoir parler de Clarice Lispector aujourd'hui parce qu'en fait, ce projet part d'une idée que j'ai eue au début de l'année, au mois de janvier, et c'était d'organiser justement pour cette année des activités à Montréal pour le centenaire de Clarice Lispector. Mais malheureusement, avec la pandémie, le projet a un peu tombé à l'eau. Donc, j'étais très content d'être contacté pour cette deuxième opportunité, donc de parler un peu de Clarice l'année de son centenaire. Je passe donc rapidement à une présentation très sommaire de Clarice Lispector, juste quelques données.
avant que Karianne et moi nous puissions donc entrer dans notre conversation, effectivement. Donc, Clarice Lispector est une écrivaine brésilienne, mais née dans un village d'Ukraine, dans le village de Tchétchénik, dans une famille juive qui, peu de temps après sa naissance, a dû fuir l'antisémitisme en Ukraine et est allée donc à déménager au Brésil. Clarice Lispector a grandi donc au Brésil, a fait le portugais est devenu sa langue de vie et de travail. Et elle a publié 9 romans, plusieurs volumes de nouvelles, de nombreuses chroniques, toujours en portugais. Ce qui est très intéressant aussi à dire pour le public canadien, québécois, c'est que Clarice Lispector est aussi est devenue une certaine personnalité des réseaux sociaux. Donc, on aime beaucoup citer Clarice Lispector sur les réseaux sociaux. La qualité poétique de sa littérature le rend particulièrement attirant. Donc, c'est à la fois une personnalité de la haute littérature, mais quelqu'un aussi qui fréquente aussi les réseaux sociaux et la vie un peu quotidienne en ligne des personnes. Le premier roman de Clarice Lispector a été publié en 1944. Ça s'appelle « Près du cœur sauvage ». Et j'aimerais donc, en fait, partager avec vous. Voilà. Donc, juste pour que nous ayons un peu l'idée des dates de publication de quelques-unes des œuvres en portugais et en français, ce qui a un impact direct sur la réception au Québec. Donc, Près du cœur sauvage, le premier en 1944, publié 10 ans plus tard en France par Plon et après par Des Femmes en 82. Les bâtisseurs de ruines, publié de 61, publié par Gallimard en 70. Liens de famille, 1960, c'est un recueil, le premier recueil de nouvelles, publié par Des Femmes en 89. La Passion selon GH, publié en 64, publié aussi par Des Femmes en 81. Água Viva, 73 au Brésil, 78 en français. Et finalement, L'Heure de l'Étoile, publié aussi par Des Femmes en 85. Donc, il y a cette importance aussi des éditions des femmes pour la diffusion de la littérature de Clarice Lispector en français. Plus récemment, il y a l'importante publication des nouvelles complètes de Lispector. Ce qui est très intéressant, ça a été publié d'abord en anglais parce que ça a été organisé par Benjamin Moser, le critique américain, et publié aussi en français en 2017, aussi par Des Femmes. Pour compléter un peu juste avec des informations dont nous allons parler un peu plus tard dans la conversation, très important pour la diffusion de l'œuvre de Clarice Lispector en français, c'est la publication d'Hélène Cixous, critique littéraire, critique féministe française, de Vivre l'Orange, donc cet essai sur l'œuvre de Clarice Lispector, republié 10 ans plus tard aussi par Des Femmes avec le titre « L'heure de Clarice Lispector », et plus récemment, en 2009, la biographie de Clarice Lispector écrite par Benjamin Moser, le même organisateur des nouvelles complètes publiées par Des Femmes aussi. Bon, je pense que là, avec toutes ces informations, nous pouvons commencer notre conversation. Je passe la parole à Karianne. Karianne, peut-être que tu pourrais nous raconter un peu de ton rapport à l'œuvre de Clarice Lispector. Oui, ben, en fait, c'est ça. Diego et moi s'étions dit qu'on pourrait ouvrir notre conversation avec notre petite histoire, finalement, ou notre parcours de lecture de l'œuvre de Clarice Lispector, notre rencontre qui s'est produite
avec l'œuvre de Clarisse à des moments très, très différents, je crois, pour chacun de nous. Mon premier réflexe, en fait, quand Diogo m'a contactée, ça a été de lui préciser que je n'étais pas spécialiste de l'œuvre de Clarisse, ni d'ailleurs de la littérature brésilienne ou lusophone, mais que c'est vraiment un rapport affectif, sensible, d'identification même peut-être avec son travail qui m'avait porté en fait vers son œuvre et que j'étais entrée en fait dans ces textes par les livres de la fin, donc par Agua Viva, par Un souffle de vie. Puis que c'est pour ça aussi que j'ai peut-être conservé longtemps une sorte d'image non narrative de son écriture que j'ai déconstruite en lisant par la suite ses romans, ses nouvelles, ses contes pour les enfants, mais j'avais vraiment cette idée finalement d'une littérature très métadiscursive qui se réfléchissait finalement elle-même. Ce sont des textes qui sont... en fait, Clarisse m'a été présentée en quelque sorte par ma directrice de maîtrise, par Catherine Mavrikakis, quand je faisais donc un mémoire en recherche-création sur des pratiques de l'autoportrait, soit photographiques ou littéraires, qui problématisaient la nature changeante de l'identité. Et j'avançais à ce moment-là dans un rapport presque cannibale aux œuvres qui m'intéressaient, donc dans une sorte de rapport d'incorporation aussi des phrases, des textes que j'étais en train de lire dans ma propre écriture. Et je crois qu'il y a quelque chose chez Clarisse qui induit ça, ou enfin où il y avait ce rapport qui était facilité en quelque sorte. Ça fait partie des rencontres avec des œuvres où je me suis dit en lisant, puis ça a l'air très, très égoïste ou narcissique, mais c'est cette espèce d'expression « c'est moi », comme si il y avait quelque chose dans les personnages qui tendait un miroir aussi, dans lequel je reconnaissais un certain rapport au monde ou aux choses, ou même une syntaxe un peu brisée. Donc, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du punctum, puis jusque dans ces entretiens, jusque dans ce que Clarisse raconte en entrevue. Il y a quelque chose dans sa réticence à se dire écrivaine, dans la quantité des je ne sais pas qu'elle répond aux questions qu'on lui pose sur son travail, dans son refus de l'intellectualisation. Et pourtant, je suis formée comme universitaire aussi, mais il y a quelque chose là-dedans qui m'appelle ou qui me rend... en fait, qui me permet de me sentir proche, je pense. L'effet que ça me fait, c'est comme si ça me laissait de la place aussi comme lectrice pour bouger dans ces textes, puis avec ces textes. Puis, rapidement, avant de te céder la parole, Diogo, je crois qu'il y a quelque chose aussi dans la sorte de mélancolie de transfuge, et là, je ne veux pas mal le prononcer, tu pourras me corriger, mais de saudade, de sorte de nostalgie un peu, qui est, en fait, un mot qui ne se traduit pas, mais qui est souvent traduit par nostalgie, qui m'interpellait dans le rapport au temps, dans le rapport au monde, et cette façon justement que ces personnages ont d'être à la fois dans la vie, mais aussi à côté du monde. Donc, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup du point de vue de l'écriture aussi, pour créer des voix qui gardent un peu la force ou la férocité ou l'appétit de l'enfance puis de l'adolescence, en créant des narratrices qui semblent vouloir tout de suite un peu, mais qui en même temps se sentent petites ou se sentent un peu rien, qui sont décalées aussi d'avec le monde, qui cherchent à appartenir, mais qui refusent d'appartenir aussi en même temps. Je pense que c'est un peu toutes ces choses qui m'ont point beaucoup dans son travail. Et là, nous entrons justement dans les différences d'entrée dans l'œuvre, et c'est ça qui est intéressant parce que un bon Brésilien, j'ai mon premier contact avec l'œuvre de Clarice Lispector, c'est au secondaire.
Donc, c'est surtout, au Brésil, nous avons des listes de livres de préparation aux examens d'admission à l'université. Et dans ces listes de livres, souvent, il y a des ouvrages de Clarice Lispector. Donc, il y a cette présence de Clarice au début de la formation de quelqu'un au Brésil, qui a une présence aussi institutionnelle. C'est une autrice qui fait partie du canon littéraire national. Et ce qui est intéressant, tu disais que tu as commencé par justement cette Clarice d'Agua Viva, donc du métalinguistique dans la littérature, alors que nous commençons en général justement avec la Clarice de l'Heure de l'Étoile, ou sinon des nouvelles de liens de famille qui sont justement où le récit, une certaine séquence narrative, elle est présente. Dans mon cas, bon, je commençais au secondaire et après, quand j'étais à l'université, j'étais en histoire, mais passionné justement du travail de Clarice Lispector. J'ai suivi tous les cours que j'ai pu trouver sur son travail à l'université. Donc, il y avait ce rapport aussi, comme toi, qui était plus dans l'affectif, donc quelque chose que je trouvais de particulièrement touchant dans sa littérature. Et plus récemment, mon intérêt ici étant à Montréal, faisant un doctorat à l'Université de Montréal, c'est un intérêt pour la circulation en fait des œuvres d'artistes, non seulement brésiliens, mais latino-américains en général, dans d'autres pays, donc au Canada, en Europe, aux États-Unis. Je m'intéresse beaucoup justement à comment cette réception se fait. Donc, c'est quelle est la Clarisse qu'on lit au Québec, quelle est la Clarisse qu'on lit en Europe. J'étais particulièrement intrigué quand tu as dit que tu avais ce rapport un peu cannibale à la littérature de Lispector, parce que cette image du cannibale, elle est fondamentale pour le modernisme brésilien, justement, à partir des années 20 et des années 30, avec l'idée justement que l'artiste brésilien cannibalise l'artiste européen, cannibalise le canon européen pour le transformer en quelque chose d'autre. Donc, la création, elle passe forcément par cette action du cannibale. Donc, c'est très intéressant de voir l'inversion de ce mouvement-là, où donc maintenant, ce sont des artistes brésiliens, écrivains en portugais, qui vont se faire cannibaliser ailleurs. Avec respect, j'espère, mais... Oui, non, mais c'est ça qui est intéressant parce que le cannibale, et c'est ça l'idée, il ne mange, il ne consomme ce qu'il trouve admirable. Donc, que ce qu'il aime et que ce qu'il admire. Exactement. Voilà. Donc, c'est un peu cette question. Et peut-être pour terminer de parler un peu de notre rapport à l'œuvre de Clarisse, je me souviens que les premiers échanges que nous avons eus, on se parlait de la différence que moi, j'ai plutôt l'habitude de dire Clarisse. Oui. Et toi, tu disais plutôt Lispector, donc un peu à la brésilienne et plus dans la tradition de langue française. Au Brésil, effectivement, on a cette habitude d'utiliser beaucoup plus fréquemment le prénom. Donc, j'ai tâché d'adopter même si ça a pris, même s'il faut que je me parle un peu, mais oui. je l'aurais marqué que tu l'as adopté. Mais c'est cette idée un peu d'une intimité automatique qui est intéressante et qui marque aussi justement de différents rapports à la littérature et à l'œuvre de Clarisse ou de Lispector oui, aussi. Exactement, oui. Je ne sais pas si tu aimerais ajouter quelque chose à cette question-là. Non, en fait, je trouve que ça rend bien compte. La question du nom, je pense, nous a frappé beaucoup tous les deux dans nos échanges parce que je pense que ça témoigne aussi d'un certain rapport aux figures littéraires ou d'un certain rapport à la littérature elle-même. Puis ça vient confronter finalement des présomptions ou des a priori. Oui, tout à fait.
Et là, une question qu'on pourrait soulever aussi à partir de celle-là, c'est justement, c'est quoi cette Clarice Lispector qu'on présente donc en tant qu'écrivaine brésilienne et en tant qu'écrivaine universelle, disons? Mhm. Quelles sont les possibilités de lecture justement de cette œuvre-là? Et si nous pensons au Québec, par exemple, Mhm. est-ce que les éléments locaux, disons, t'attirent l'attention ou c'est quelque chose à laquelle tu n'avais jamais vraiment réfléchi en lisant Lispector? Ben, dans nos premiers échanges, je me rappelle que spontanément, justement, j'avais eu le réflexe un peu de la placer du côté de l'universel, peut-être à cause aussi de cette dimension un peu de l'intimité ou de l'intériorité sur laquelle j'ai probablement accordé toute mon attention en effaçant des marques du social, du contexte géopolitique et social du Brésil pourtant qui sont présents. Oui. Oui. Je me rappelle que j'avais même mentionné spécifiquement La Passion selon G.H. Oui. Parce que justement, c'est ce roman qui marque c'est un peu l'universalité, cette idée d'universalité, elle est là. Oui, puis c'est un des le romans d'ailleurs métaphysique, les plus lus, je crois, parmi ceux qui circulent, en oui. tout cas au Canada ou Oui, en certainement. France, oui. Mais en même temps, je disais qu'il faut toujours rappeler le fait que le roman commence justement avec une femme bourgeoise de Rio de Janeiro qui entre dans une chambre de bonne. Donc, et c'est à partir de cette entrée-là, dans cet espace qui n'est pas le sien, qui est chez elle, mais qui n'est pas le sien, c'est que le roman commence, que l'histoire commence. Donc, l'universel part d'une certaine façon de cette question sociale qui est quand même importante. Oui. Oui, de la même façon que, puis on y reviendra ou on peut y passer tout de suite, mais cette question aussi des femmes, en fait, de la représentation des femmes ou d'un certain essentialisme un peu des femmes que certains critiques lui ont reproché, alors que l'espèce d'aliénation féminine qu'elle met en scène est aussi fortement liée à des conditions matérielles d'existence, au mariage hétérosexuel, à la cohabitation avec un homme, puis que c'est dans ces conditions-là que les personnages, les narratrices s'éteignent ou finalement frôlent, tombent dans des zones de mal-être. Et là, tu parles justement de la question de la femme universelle. Mm-hmm. Et peut-être qu'on pourrait parler justement un peu de Clarisse, vue en tant qu'écrivaine, donc en tant qu'autrice femme. Parce que c'est ça surtout qui a été mis de l'avant, surtout dans la tradition critique francophone. Mm-hmm. Mais je pense que la lecture d'Hélène Cixous dont tu as parlé plus tôt y est peut-être pour beaucoup aussi. Et le contexte peut-être aussi dans lequel l'œuvre de Clarisse a circulé au Canada ou en France, donc le contexte des années 80 avec les mouvements... les mouvements féministes, donc qui finalement, les deux sont comme arrivés de pair. Contexte dans lequel peut-être en fait, peut-être que le féminisme a été un peu collé ou plaqué sur les lectures des textes de Clarisse. Je ne sais pas ce que tu en pensais. Oui, tout à fait. Je remarquais la question des dates, justement, que nous avons vu tantôt, et que la plupart des ouvrages de Clarisse traduits en français, même s'il y en a qui ont été traduits avant, c'est à partir des années 80. Donc, après son décès en 77,
et aussi après le travail d'Hélène Cixous. Donc, d'une certaine façon, l'œuvre de Clarisse arrive en français déjà théorisée. Oui, c'est ça, elle arrive avec une sorte de bagage puis c'est d'ailleurs, je pense, à l'occasion en fait d'une conférence d'Hélène Cixous à Montréal vers la fin des années 70, début 80, que je crois Claire Varin, qui est une écrivaine québécoise, a entamé un peu son parcours aussi dans l'œuvre de Clarice Lispector. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se canalise autour de ce moment-là. Oui. Puis, il y a plusieurs écrivaines de cette génération-là au Québec aussi, il me semble, dont le travail résonne beaucoup avec Clarisse. Je pense outre Claire Varin, justement, je pense à Diane Régimbal, à France Théoret, à Madeleine Gagnon, qui sont, je ne sais pas si on peut parler d'influence, mais il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre, enfin, d'une autre sorte de proximité, sans savoir si elles les ont lues non plus nécessairement. Sans dire influence ou pas, mais il y a une présence. Oui, exactement, oui. Je vois qu'il y a des questions, mais je ne sais pas. Je pense que, si j'ai bien compris, je pense que Carolina va organiser les questions pour nous. On pourra y répondre à la fin. D'accord, parfait. Et tu parlais donc de cette première génération d'autrices québécoises qui lisent Clarisse, qui s'intéressent à son travail. Mais il y a une présence, et c'est ça qui attirait beaucoup mon attention, une présence importante quand même de l'œuvre de Clarisse dans l'actualité, parmi des jeunes autrices québécoises. Et là, je souligne l'autrice, donc le féminin, parce que c'est très important. Je crois que c'est Cixous dans son essai qui parlait justement de Clarice Lispector comme une écrivaine qui ouvrait des chemins à d'autres écrivaines. Puis, je ne sais pas, je parle ici en mon nom seulement, mais il me semble qu'il y a eu cet effet-là, en tout cas sur moi, puis sur mon rapport à l'écriture. Dans les personnes que je lis ou que je connais autour de moi, je sais que Daphné B., qui est une poète, une essayiste, a aussi un rapport, enfin, très certainement intéressé ou affectif à Clarice Lispector. Olivia Tapiero aussi, qui disait en entretien que Clarisse faisait partie un peu de ces écrivaines qui aident à penser, qui fomentent un monde. Clara Dupuis-Morancy, Julie Bosman. Donc, il y a certainement un certain nombre de jeunes écrivaines, de jeunes autrices qui s'y intéressent. Je me demande aussi, parce qu'il y a tout ce retour de la question des modernismes, global modernisms, en général, on va le dire en anglais, donc ces modernismes mondiaux, et même, je pense aux arts visuels. Je pense par exemple à Tarsila do Amaral, je pense à Ligia Clark, qui sont d'importantes artistes brésiliennes qui ont eu plus récemment des expositions au MoMA et qui font donc cette apparition importante dans la critique actuelle, qui vont donc être de nom au centre de ce modernisme mondial. Donc, je me demande aussi si cette tendance-là ne contribue aussi à cette présence de Clarisse à l'actualité, même si elle était déjà présente avant. Je pense que maintenant qu'on pense à des questions de diversité d'origine, diversité linguistique, la présence de Clarisse devient encore
plus intéressante et plus répandue. Oui, absolument. Ça permet d'ouvrir un peu d'ouvrir les corpus, puis de peut-être aussi, quand on parlait de la question du cannibalisme au début, mais de diversifier justement les nourritures intellectuelles, puis ce type de contact-là, oui. Oui. Parce que vraiment, puis on en avait discuté aussi, je vois les questions qui s'ajoutent, mais si vous pouvez envoyer les spectateurs peuvent envoyer leurs questions donc sur le chat et on va y accorder un peu d'attention dans une dizaine de minutes. Mais je liais beaucoup en fait pour moi au Québec où en ce moment la présence de Clarisse avec un certain rapport aussi ou une certaine présence académique de la recherche-création. En tout cas, c'est par là que pour moi, cette rencontre-là avec Clarisse Lispector s'est cristallisée. Et là, justement, c'est la question du langage. Oui, absolument. C'est la question de ce dont je parlais au début, de cette écriture qui permet de réfléchir à l'écriture aussi, de cette sorte de mise en scène des personnages écrivains aussi dans les romans de la fin, beaucoup aussi, dans L'heure de l'étoile. Et surtout parce que si on suit ce qui a un thème constant, c'est justement l'échec du langage. Oui. Mais un échec, mais il est presque le bienvenu, cet échec-là. parce que ça continue, ça ne s'arrête pas. Donc, c'est une conscience du fait que le langage, il n'est pas suffisant pour exprimer ce qu'elle veut exprimer. Donc, et cet échec-là, il est affirmé constamment dans les textes, mais ça se poursuit. Mais c'est un peu comme si c'était ce qui permettait finalement à l'écriture de continuer puisqu'on a... C'est le moteur justement de la continuation. Exactement, oui. Puis c'est vraiment, c'est vraiment donc cette recherche finalement du langage qui fait en sorte que l'écriture est dans une poursuite continuelle. Puis d'ailleurs, il me semble que il y a un bon nombre aussi des livres de Clarisse qui s'ouvrent sur des points de suspension, qui commencent avec une lettre minuscule, des livres qui ne se terminent pas non plus sur un point final. Donc, il y a vraiment aussi cette espèce de rapport à une œuvre qui est pas du tout dans le rapport entre la fin et le début, mais qui est toujours finalement en train de se poursuivre. Et on parle là de recherche-création et toi, tu as eu une expérience intéressante qui est justement en tant que chargé de cours pour la recherche-création, de proposer la lecture d'Agua Viva. Oui. Donc, à tes étudiantes, tes étudiants. Est-ce que tu pourrais nous raconter, on en a déjà parlé, est-ce que tu pourrais donc en parler un peu, parce que je trouve particulièrement intéressant. Mais en fait, puis ça m'a fait rire ou sourire quand dans Rencontre brésilienne, qui est le livre d'entretien en fait traduit par Claire Varin, Olga Borelli, son amie et secrétaire, rapporte que Clarisse lui disait, en parlant des études en fait qui étaient faites sur elle dans les écoles. Je la cite, je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais je déplore cet avant-gardisme factice, plein d'expressions à la mode, froid, calculé, pas humain. Donc il y avait vraiment une sorte de refus un peu du cadre dans lequel peut-être l'étude... De malaise. Oui, à l'idée justement d'être expliqué ou d'être et c'est un peu ça qui me motivait aussi à mettre Agua Viva à l'étude dans un cours qui était un cours de création littéraire en fait au baccalauréat.
parce que je pense que c'est une œuvre qui exige qu'on laisse de côté nos réflexes théoriques ou nos réflexes intellectuels, nos réflexes académiques si on en a, puis qu'on s'abandonne donc au texte, qu'on s'abandonne à la langue par laquelle les choses passent, puis qu'on y entre sans emporter justement avec soi le discours, les considérations qui cadrent habituellement notre lecture. Donc, oublier qu'on a entendu dire que c'était une œuvre hermétique ou difficile ou féministe ou existentialiste. Puis, pour les... Et c'est justement la théorie qui vient déjà attachée à l'œuvre. Exactement. Puis, donc, j'ai voulu l'enseigner moins pour l'enseigner peut-être que pour défaire certains a priori qu'on charrie dans notre étude de la littérature, à cause aussi de notre formation de lectrice ou lecteur qui nous apprend à chercher les héros, le début, le milieu, la fin de l'intrigue. Puis je pense que ça a beaucoup déstabilisé la plupart de mes étudiants, c'est-à-dire que ça a été un texte justement où on m'a beaucoup dit oui mais je comprends pas, mais je comprends rien, parce que justement il n'y avait pas ces rapports ou ces balises narratives là nécessairement. C'est très souvent mentionné une histoire que justement Clarisse racontait qu'il y a des lecteurs très cultivés qui venaient lui parler et qui disaient je ne comprends rien de ce que vous écrivez. Et des jeunes personnes, des adolescents qui venaient lui dire ce que vous écrivez, c'est ce dont j'ai besoin. C'est vraiment chaque phrase, je la comprends et ça me touche directement. Donc, c'est cette question qui n'est pas tout simplement d'un accès intellectuel aux possibilités du texte, mais c'est dans une certaine perception. Oui, qui passe par un certain, c'est ça, un abandon aussi des défenses. Oui, et enfin, j'ai l'impression où c'est comme ça que j'avais envie d'apprendre et de faire apprendre à la lire en quelque sorte. Puis c'est comme ça, il me semble aussi que certains critiques comme Claire Varin et Hélène Tixiou ont aussi réussi à parler d'elle. Claire Varin parlait d'une lecture un peu télépathique finalement, donc de vraiment quelque chose qui se transmet sans passer par ces considérations-là. Donc, je voudrais profiter pour vous poser quelques questions. Est-ce que c'est correct si je commence à les poser maintenant? Oui, OK. Parce qu'on a plusieurs. Et si jamais, j'ai oublié d'expliquer aux spectateurs, mais si vous voudrez poser des questions, vous pouvez écrire ici sur le chat. Donc, je vais vous poser 2 questions. Je pense que vous avez déjà parlé un peu, mais si vous voudrez comme, en parler un peu plus. Une question, c'est de Marcus Vinicius Fraga sur YouTube. Il a posé cette question. Les textes de Clarisse sont-ils dépassés? Comment les textes de Clarisse expliquent-ils le monde d'aujourd'hui? La deuxième question, dans le récit de Clarice Lispector, entre autres thèmes, il y a des questions existentielles de l'être humain. Dans l'œuvre de l'autrice, ces chaos se révèlent à travers les drames, aussi à travers des métaphores comme les miroirs, l'autre personne, les maquillages, les gestes, le double, entre autres. Est-il possible de voir un dialogue entre Clarisse et la psychanalyse? Oui, mais je pense que c'est un angle ou c'est une approche psychanalytique du texte a beaucoup été employée ou en fait pour la lire dans la critique en tout cas québécoise, canadienne, probablement dans la critique française aussi. Et c'est la même chose dans la critique brésilienne aussi. La psychanalyse, elle est très importante comme outil de lecture de l'œuvre de Clarisse. Donc, effectivement, et ça continue. C'est une possibilité de lecture et un intérêt
parmi les critiques liées à la psychanalyse qui est constant. Pour la première question à propos de l'actualité, je trouve que c'est très intéressant comme question. Parce que je ne sais pas si on peut chercher directement. Il n'y a pas de discours direct sur l'actualité, disons, ou quelque chose qu'on puisse se comparer à l'actualité. Mais le texte de Clarisse, il nous fait penser justement à des questions de relations humaines dans un niveau plus indirect qui nous permettent tout à fait de penser à l'actualité. Il y a des questions sociales qui sont présentes et c'est qu'on pourrait directement lier à ce qui est le Brésil d'aujourd'hui ou ce qui est des questions d'inégalité dans le monde actuel, non seulement au Brésil, mais dans le monde entier. Mais il y a aussi toutes les questions de langage et qui traversent l'œuvre de Clarisse et qui vont, par exemple, intéresser des jeunes autrices québécoises dans l'actualité. Et qui sont des questions qui se règlent finalement jamais ou qu'on règle finalement jamais, donc qui restent aussi, qui demeurent. L'échec du langage, je pense que ça, on n'arrivera pas à régler. Non, effectivement. Et donc, je vais vous poser une autre question. Est-ce que Karianne voit quelques connexions parallèles entre l'œuvre de Clarisse et son propre œuvre? Je pense que vous avez en parlé un peu au début, mais s'il y a d'autres choses à ajouter. Oui, ben, je pense que enfin, dans le cadre de ce livre-là, de Je suis l'ennemi qui vient de paraître, il y avait quelque chose la question précédente parlait du double aussi, mais il y avait quelque chose de cette espèce de dédoublement de l'identité ou d'une quête de l'identité qui est non formée ou non figée, qui traverse aussi beaucoup de ces romans qui m'interpellaient particulièrement. Puis, j'en parlais au début, mais je pense que c'est vraiment aussi quelque chose dans le ton, puis dans dans l'espèce de désir très, très grand pour la vie, puis de proximité en même temps avec la mort, de réflexion sur la mort qui me travaillait aussi. Ce n'est pas donc le féminin dont on parlait. Ben, c'est-à-dire, peut-être, mais je ne sais pas si l'identité féminine était vraiment au cœur tant que les problèmes de cette identité-là, finalement, puis que les conditions dans lesquelles elle advient, les obstacles ou les difficultés auxquelles elle est confrontée, oui. Cool, merci. Et une autre question d'Isabella Bacelar. Dans l'art de l'étoile, ce qui m'a attiré était comme le narrateur, en essayant de saisir Macabea, entame une sorte d'anéantissement où il devient le personnage qu'il fait l'effort pour décrire. Qu'en pensez-vous? Est-ce que j'y vais? Oui, si tu veux. C'est intéressant parce que justement, dans le cas du narrateur de l'art de l'étoile, c'est la question sociale qui se pose aussi très directement. Donc, comment raconter l'histoire de cette femme si simple, dans une situation de subalternité très importante, très intense. Donc, et il y a toute cette question justement du vouloir raconter cette histoire, mais de ne pas y arriver. Comment on le fait? Et c'est ça, et ce vouloir le faire finit par anéantir le personnage en soi. Donc, ce personnage qui ne parle pas, qui n'a pas une voix qui est à elle, parce qu'on la cherche et on ne la trouve pas. Et ce narrateur très puissant qui
qui l'anéantit d'une certaine façon, qui domine le récit qui était censé raconter sa vie à elle. La question me fait penser, on en avait parlé un peu hier, Diogo, mais la poète américaine Cynthia Cruz fait une lecture un peu de Clarice Lispector que je trouve vraiment très intéressante dans un essai de son recueil Disquieting, où elle parle justement beaucoup de l'heure de l'étoile. Puis peut-être qu'on peut, je ne sais pas si j'extrapole ou rien, mais peut-être qu'on peut lire dans cette espèce d'anéantissement ou de difficulté aussi à parler de ce personnage de femmes pauvres, de femmes qui vivent dans des conditions difficiles, un certain rapport justement à la pauvreté aussi dans laquelle Clarisse a peut-être elle-même grandi, puis que par son contexte social, par la suite aussi, elle a quitté. Puis on avait parlé aussi ensemble de cette difficulté d'adhésion à la vie de femmes de diplomates, puis à la vie mondaine, puis à la vie... peut-être aussi qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, cette difficulté à raconter, puis cette impossibilité de la posture, qu'elle soit celle de Macabea que celle du narrateur, finalement. Cette impossibilité de trouver sa place dans la société, dans le social, dans l'ordre social. Exactement. Qui n'est pas seulement la difficulté à Macabea, mais qui est la difficulté de plusieurs des personnages plus bourgeois dans la littérature de Clarice Lispector. Dans le cadre de l'heure de l'étoile, il y a cette question sociale forte qui s'ajoute, mais la thématique en soi, le fait de ne pas trouver sa place, d'avoir du mal à s'exprimer, c'est une thématique qui est plus large et appliquée à plusieurs groupes sociaux différents dans la littérature de Clarisse. Il y a plusieurs de questions, donc je vais vous poser un autre. Bonjour, ça c'est Pablo Camacho. Bonjour Karianne et Diogo. Je voudrais savoir votre opinion sur comment vous pensez que Borges a influencé la littérature de Clarisse. Elle a été la première personne à traduire leur livre en portugais. Je trouve intéressant ce contraste entre un auteur très conservateur comme Borges et un autre comme Clarisse, qui, je pense, voulait vomir tout ce conservatisme de la société brésilienne de son époque. Qui en pensez-vous? On dirait que je ne voudrais pas trop m'avancer sur ces questions, mais en fait, connaissant mal le rapport de Borges et de Clarice Lispector, je ne sais pas pour toi, Diogo. Je ne connais pas exactement le rapport entre les deux pour parler de la présence de Borges dans la littérature de Lispector. Ce que je trouve intéressant, juste pour dire quelque chose à propos des deux, c'est que ce sont justement dans l'idée des auteurs mis en théorie. Il y a là un lien intéressant à faire. Donc, Borges, qui est cet auteur aussi à partir duquel on a produit de la théorie. Donc, il n'y a pas forcément des auteurs qui s'intéressaient à étudier la littérature de Borges, mais des auteurs, des philosophes, des sociologues qui ont lu Borges pour formuler des concepts à propos du monde. Ça rejoint la première question qu'on a eue à propos de comment penser l'actualité à partir de l'œuvre de Clarice Lispector. Et Clarisse aussi, qui dans l'œuvre de Cixous notamment, a été cette autrice-là. Donc, ce n'est pas que Cixous va écrire tout simplement une critique littéraire à propos de l'œuvre de Clarice Lispector. Non, elle va partir de l'œuvre de Lispector pour faire une théorie de l'écriture féminine. Donc, ce sont deux œuvres, Clarisse et Borges, qui ont eu cette importance-là dans le développement de théories différentes, donc dans des possibilités de penser le monde à partir de ce qu'ils avaient produit. Et ça, de façon indépendamment du conservatisme ou du progressisme de l'un ou de l'autre.
Est-ce qu'il y a des interviews, des entretiens en vidéo avec Clarisse disponibles sur l'Internet? Oui, oui. Je ne sais pas si c'est sous-titré en français, par contre, ou en anglais. Il y a la fameuse l'interview qui est la dernière qu'elle a. Elle n'aimait pas être interviewée. Ça, c'est très connu. Il y a la fameuse interview de la TV Cultura. C'est une chaîne publique au Brésil. Donc, et c'était pas beaucoup de temps avant son décès. Donc, elle a donné cette interview à la télé. Et il y a toute une histoire qu'il serait même arrivé tout simplement au studio et aurait dit aux journalistes, « Bon, ça fait longtemps que tu veux faire cette interview, alors on y va. » Et donc, il a dû un peu improviser quelque chose parce qu'il n'était pas du tout préparé. Et voilà. Mais donc, cette interview-là est disponible, elle est très connue, mais il faut juste vérifier si elle est sous-titrée. Sinon, c'est pas en vidéo, mais il y a plusieurs de ces entretiens qui sont, ceci dit, écrits, traduits, eux, en français. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que toute l'œuvre de Clarisse est traduite au français, y compris les lettres. Donc, même les lettres qu'elle a écrites qu'elle a échangées avec ses sœurs pendant la période où justement elle était en Europe, mariée à un diplomate. Donc, tout cela est disponible en français. Il y a vraiment largement de documentation en français à propos de Clarisse Lispector. Je pense que sur le site web du festival, il y a plusieurs des liens culturels. Je pense que là-bas, il y a l'entretien très connu de Clarisse, sous-titré en français. Excellent. Vraiment, oui. Je pense que ça, c'est la dernière question. Et si vous voudrez ajouter quelque chose après. Quel livre ou conte de Clarisse indique-t-il Diogo et Kariane pour quelqu'un au Québec qui ne la connaît pas comme une première lecture et pourquoi? Diogo? C'est une question difficile. Je vais parler de mes préférés, en fait. Lion de famille est un bon départ. Bon, je vous rappelle que les nouvelles complètes de Clarisse ont été publiées récemment en français. Donc, ça vaut la peine parce que c'est justement une possibilité d'avoir un contact large avec la littérature de Clarisse à partir de petits textes. Et là, dans les liens de famille, il y a par exemple La plus petite femme du monde, qui est une nouvelle que j'adore. C'est une belle entrée dans l'œuvre de Clarisse. Pour ma part, j'ai encore envie de parler, je crois, d'Agua Viva parce qu'il y a une très belle édition des femmes qui est bilingue, en fait, donc qui est en portugais et en français. Puis, il y a vraiment quelque chose de... je sais pas, c'est un texte, en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais j'ai jamais rien lu de tel, finalement. Puis, il y a quelque chose de la surprise, je pense, qui peut... enfin, qui, moi, m'a plu. Puis sinon, pour un autre regard, il me semble qu'il peut y avoir aussi quelque chose d'intéressant d'entrer avec Près du cœur sauvage, qui est le premier, finalement, puis de lire aussi... Qu'elle a écrit à l'âge de 23 ans, il faut le dire. et donc, d'avoir puis il me semble, quand on lit les autres par la suite, contient déjà... tellement d'enjeux qui vont être repris, qui vont être traités aussi après, que ça peut être je sais pas, une bonne porte d'entrée peut-être. Au Brésil, sans doute, le roman le plus lu, c'est L'heure de l'étoile, qui est vraiment très, très beau. C'est le plus lu et ça vaut la peine aussi. Sinon, la passion selon GH est aussi
un très, très beau roman. Ça vaut la peine, un classique. Ah, juste une chose, Karianne, une personne sur YouTube vous demande si vous pouvez répéter les noms des écrivaines francophones qui se sont inspirés de Clarisse et que vous avez mentionné au début. Oui, ma liste n'est pas exhaustive, puis c'est vraiment par rapport à ce que je connais ou ce que j'ai lu. Puis je ne sais pas si ce sont des écrivaines qui s'en inspirent, mais en tout cas, qui me semblent être en dialogue, que ce soit par la forme ou les thèmes avec elles. Mais donc, il y avait au Québec Claire Varin, Diane Régimbald, qui, je crois, ont toutes les deux fait leur thèse avec Monique Bosco, qui est une autre qui était une professeure à l'Université de Montréal qui, je crois, a contribué beaucoup à faire circuler l'œuvre de Clarisse. J'ai parlé aussi de France Théoret, de Madeleine Gagnon. J'ajouterais peut-être Louise Dupré, Denise Desautels, Élise Turcotte, qui sont des poètes pour la plupart aussi. Catherine Mavrikakis, Daphné B, Olivia Tapiero, Clara Dupuis-Morancy et Julie Bosman, entre autres. Ouais. Ça fait... Oh, merci. Et toi? Oui, mais... il faut t'ajouter sur cette liste. D'accord. Donc, je voudrais juste lire les derniers commentaires parce que c'est juste comme pour vous dire, c'est de Catherine Cordoc. Juste un commentaire pour vous dire comment j'ai apprécié cette magnifique conversation. Un grand merci. Oh, merci beaucoup. Merci à toi. Donc, je voudrais vraiment vous remercier. C'était magnifique. Merci beaucoup, Karianne. Merci beaucoup, Diogo. Et je voudrais aussi remercier la CCBC, la Chambre de commerce Brésil-Canada, les festivals. Et juste pour dire à tout le monde que le festival va jusqu'au 11 septembre. Donc, et aussi, cette conversation sera disponible sur YouTube aussi. Donc, si vous voudrez envoyer des liens pour des autres personnes. Bon, merci beaucoup, Paul. Merci à vous. Oui, merci. Alors, je veux remercier Karianne et Diogo d'avoir partagé leur connaissance avec nous sur une des plus importantes écrivaines brésiliennes. Et spécialement Carolina Leonardo et le consulat général du Brésil à Montréal pour son important soutien à l'organisation de cette session. Nous avons encore un excellent programme avec plus de 10 webinaires avec un excellent contenu dans les 2 prochains jours. Il est important de mentionner qu'avec le même lien de cette session, vous pouvez également participer à autant de webinaires que vous voulez. N'hésitez pas à partager les sites web du festival avec vos amis et ne manquez pas nos prochains webinaires. Merci à toutes et à tous et à demain. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.